Au niveau éducation, on va apporter des informations aux étudiants donc pour, un, les former aux sciences spatiales, deux, les aider pour avoir une compréhension des besoins scientifiques et à un moment, comment on va faire le lien entre une spécification scientifique vers une spécification technique de besoin et ensuite la réalisation d'un satellite, les essais du satellite, l'exploitation du satellite en orbite et ensuite le traitement scientifique des données. Et ensuite, au niveau technologique, ben, c'est un démonstrateur technologique parce qu'on va essayer à un moment de miniaturiser des instruments, notamment pour la physique solaire. On va aussi valider des instruments pour pouvoir par la suite mettre en œuvre des constellations de satellites et je vais vous montrer pourquoi on s'intéresse à ces constellations pour essayer de répondre à des besoins scientifiques. Et enfin, valider la partie d'un petit dispositif médical. Et là, on travaille avec la société Carter-Ruxel. Alors, au niveau étudiant, vous voyez, au cours des 3 dernières années, on a impliqué plus d'une cinquantaine d'étudiants. Et en 2020, malgré la situation, on a réussi à accueillir plusieurs étudiants, notamment qui ne trouvaient pas de stage. Donc, ils nous ont grandement aidés dans la mise en œuvre du programme. Alors, à l'horizon 2025, on espère avoir 3 satellites en orbite pour pouvoir traiter nos affaires scientifiques. Et dans un premier temps, je vais vous faire une présentation des parties scientifiques que l'on souhaite mettre en œuvre. Et ensuite, j'irai vers les réalisations techniques et je vous montrerai des photos du développement avec des essais qui ont été réalisés à partir de juillet 2020 jusqu'à octobre 2020, sachant qu'on a livré le satellite pour l'intégrer dans le lanceur en novembre. C'était en début de semaine. J'ai été avec Pierre Gilbert pour réaliser cette livraison. Alors, au niveau des expériences et de l'héritage, on va se baser sur des expériences clés donc, qui ont été utilisées pour pouvoir mettre en œuvre ce programme. Donc, le premier, c'est Solar Solspec. Alors ça, c'est une instrumentation qui a été développée par Thomas Foujol. Donc j'en profite pour lui dire bonjour, j'ai vu qu'il était là. Donc c'est toujours un plaisir que de le revoir. Donc c'est une mission, là, on en a fait la pleine réalisation, l'Atmos et l'exploitation. On va publier un résultat là, très prochainement avec toutes les données de cette mission. Donc là, ça nous a permis de mettre en œuvre la partie éclairement solaire spectral. Côté de Picard, on a eu à un moment une mission qui nous a permis d'acquérir la maîtrise d'une charge utile complète. Vous allez voir, pour la réalisation du petit satellite, ça nous a été très utile parce que toutes les compétences et tous les corps de métier, on les avait pour pouvoir mettre en œuvre un programme spatial complet en maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Après, bon, il y a d'autres instrumentations comme Picard-Sol. Alors, au niveau des instruments sur lesquels moi j'ai été impliqué et fait du traitement scientifique, donc il y en a beaucoup qui sont liés à l'observation du Soleil et de la Terre. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs missions, que ce soit SOHO, SDO, SORCE, PROBA2. Et là, je travaille avec la Suisse sur PROBA3, notamment sur un instrument qui va être dédié à la mesure de l'éclairement solaire total, qui doit être mis en orbite en 2022. La majeure partie des programmes sont sur des durées de développement qui sont assez longues. C'est une dizaine d'années ou plus. Donc, l'idée au travers du programme, c'était de voir comment on pouvait imaginer un programme plus court dans le temps pour avoir des résultats rapidement. Et une des questions que tout le monde se pose, c'est est-ce que nous sommes capables de faire de la science, notamment avec ces petits satellites? Alors, au niveau de l'expérience, justement, il y a une des missions sur lesquelles on travaille, c'est microcarbe. Donc, je travaille avec Alain Hochkorn là-dessus, notamment sur la partie spectre solaire. On doit fournir des spectres solaires à haute résolution. Et on a clairement vu le besoin d'avoir à un moment des valeurs absolues de ces mesures et ensuite d'avoir un suivi de la variabilité solaire. Donc, sur ces applications, on fait aussi des modèles. Donc, vous avez une vue à droite d'un des modèles sur lesquels nous travaillons. Ça permet de fournir des évolutions de spectre solaire au travers de modèles, de les comparer avec des mesures. Et la clé, à un moment, pour pouvoir comparer, il va nous falloir des instruments.
Donc l'idée, c'est de développer ces instruments. Alors, ça peut être un spectromètre, mais ça peut aussi être un petit détecteur, un monocanal, pour avoir l'évolution du spectre solaire dans une longueur d'onde. Donc la mission UVSQSAT, typiquement, on va se focaliser sur une bande de longueur d'onde à 215 nanomètres pour essayer de voir s'il est possible de faire un suivi de l'éclairement solaire dans une bande qui va nous intéresser. Alors en parallèle, on poursuit nos activités de modélisation. Donc ici, on fait des modèles à une dimension. On utilise aussi des modèles 3D magnéto-hydrodynamiques avec des codes type MURAM. Et ça nous permet de reconstruire le spectre solaire. Alors, dans le cas de microcarbe, justement, c'est une mission sur laquelle nous sommes impliqués, mais uniquement au niveau scientifique. Donc, une des raisons aussi pour lesquelles on pousse UVSQSAT, c'est de maintenir à un moment des ressources et des capacités pour développer des instruments. Donc, concernant microcarbe, comme j'ai expliqué, on s'occupe de la partie scientifique et notamment du spectre solaire. Et sur cet instrument qui est dédié à la mesure du CO2, on a besoin d'avoir une excellente connaissance du niveau absolu du spectre solaire pour pouvoir déduire à un moment les paramètres liés au dioxyde de carbone. Donc, notre objectif, c'est de sortir ces informations dans des bandes de longueur d'onde très précises. Alors, pourquoi? Parce que l'objectif de cette mission, c'est de mieux quantifier le CO2, son évolution, étant donné que le CO2, c'est le plus important gaz à effet de serre, le principal contributeur, et que entre une période dite pré-industrielle et aujourd'hui, on a une augmentation de 280 ppm à plus de 400 ppm. Alors, l'objectif de cette mission, justement, et qui est complémentaire avec ce que nous faisons, c'est de pouvoir, justement, côté microparbe, avoir une meilleure compréhension des échanges et des mécanismes au niveau de la surface. Et cela, c'est nécessaire pour pouvoir, justement, répondre à ce besoin. Alors, maintenant, côté UVSQSAT, une des questions que nous posons, c'est comment peut-on mieux déterminer le bilan radiatif de la Terre. Et pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser à ces forçages radiatifs. Et une des clés, c'est si on est capable de déterminer le forçage radiatif et le déséquilibre énergétique de la Terre avec une bonne précision, on a un lien direct avec l'augmentation de température. Donc les chiffres que l'on cherche, ce sont des chiffres de l'ordre du watt par mètre carré. Il faut savoir que le coefficient de sensibilité climatique, il est de l'ordre de 0,8 degrés C par watt par mètre carré. Alors, si vous regardez la table à gauche, vous avez à un moment une vue des différents paramètres et le niveau de connaissance scientifique. Alors, on voit clairement que le forçage radiatif lié au CO2, dans cette planche, par rapport à un rapport de l'IPCC de 2013, on est aux alentours de 1,6 watts par mètre carré avec une incertitude qui n'est pas forcément grande et un niveau de connaissance scientifique qui est élevé. La question, c'est pourquoi on va s'intéresser à une variable que l'on mesure, que l'on quantifie assez bien. Après, bon, ça, c'est l'objectif justement de la mission microcarbe, d'aller mieux comprendre les échanges, notamment en surface. Par contre, un des paramètres qu'on mesure très mal, c'est la partie aérosol. On a une incertitude qui est assez importante. On voit la même chose sur différents paramètres. Vous voyez, quand la barre d'erreur est assez importante, eh ben, ça va nous donner une incertitude sur les différentes mesures. Et quand on s'intéresse au bilan radiatif, ce que l'on a, c'est une mesure globale. On n'a pas forcément une information des différents paramètres, mais on a la valeur globale. Donc, ce qu'on a noté, c'est que dans les modèles, il y a parfois une ambiguïté. C'est que la plupart des modèles, ils vont utiliser des mélanges qui peuvent être, entre guillemets, jugés modérés et ça peut potentiellement introduire des erreurs. Donc, un des intérêts de la mesure du bilan radiatif de la Terre, c'est, si c'est résolu proprement, c'est de fournir un moyen de résoudre notamment cette ambiguïté côté aérosol. Et normalement, le travail du physicien, justement, c'est de pouvoir réduire ces incertitudes et de converger vers des chiffres plus précis. Donc, forçage radiatif est directement lié à un moment à la température. Alors, pour arriver à faire ces mesures, il y a plusieurs satellites qui ont déjà réalisé ce genre d'observation depuis 1975. Donc, vous avez par exemple la mission Erd-Nimbus, et vous voyez que la résolution temporelle était de l'ordre de 30 jours. C'est la première ligne du tableau.
Donc, ce qui va être intéressant, c'est de sélectionner une bande de longueur d'onde, entre 0,2 et 50 microns. Donc, le spectre solaire, lui, s'étale de quelques nanomètres jusqu'à 4 microns, avec un pic autour de 500 nanomètres. Et le spectre infrarouge, donc terrestre, lui, s'étale de quelques microns jusqu'à plus d'une centaine de microns dans les grandes longueurs. Donc, on voit clairement l'intérêt de sélectionner des bandes, d'avoir à un moment une information par rapport à la résolution spatiale des mesures à réaliser et d'avoir des résolutions temporelles qui soient les plus précises. Ensuite, bon, on voit d'autres paramètres qui apparaissent. TSI, c'est Total Solar Irradiance, c'est éclairement solaire total, et SSI, c'est Solar Spectral Irradiance, éclairement spectral. Donc, pareil, on peut combiner ces mesures. Quand on converge vers UVSQSAT, on voit clairement que on n'arrivera pas à quantifier ces chiffres avec des précisions importantes parce que le satellite est petit, mais l'enjeu, c'est de mettre en œuvre un démonstrateur technologique qui va permettre de voir comment on va pouvoir gérer la mise en place justement d'une future constellation et où aujourd'hui, on peut être extrêmement pertinent au niveau scientifique en couplant à un moment nos informations de mesure par rapport au modèle, c'est d'avoir alors une future constellation. Bon, pour le moment, on a appelé ça TerraF avec mes collègues scientifiques, mais on peut changer le nom. C'est d'avoir une résolution temporelle de 3 heures. Ça va nous permettre de résoudre les cycles diurnes et les variabilités à court terme, notamment ce qui se passe au niveau des nuages, et une résolution spatiale de 10 km. Et la mesure du déséquilibre énergétique faudra avoir une précision meilleure que 0,1 watt par mètre carré. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si cela est réalisable. C'est extrêmement complexe, l'enjeu est important. Et donc, par rapport à ces mesures, et notamment au déséquilibre énergétique, il y a deux aspects. Il y a l'aspect long terme, donc la variabilité à long terme. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'avoir des informations sur la dynamique court terme. Et on peut combiner ces mesures avec ce qui se passe au niveau de l'accumulation d'énergie dans les océans, notamment avec les petites bouées Argos, où on apprend qu'on a 0,6 watts par mètre carré au cours de la dernière décade en termes de modification du déséquilibre énergétique. Donc, ça fait entre guillemets de l'ordre du degré C en termes de réchauffement climatique. Voilà. Donc, cette table de synthèse donne un peu une idée de ce qu'on va faire, mais de ce qu'on aimerait faire dans le futur. Et je vais vous montrer pourquoi on s'intéresse à cette constellation. Alors, la motivation scientifique du VSQSAT, c'est justement de miniaturiser, de répondre aux besoins liés à ce déséquilibre énergétique et de voir comment on va pouvoir à un moment gérer les aspects précision dans les mesures. Ensuite, il y a un autre paramètre que l'on va mesurer, c'est l'éclairement solaire spectral à 215 nanomètres. Donc, c'est une bande qui est dans le continuum de Herzberg. Et on s'intéresse à cette bande particulièrement parce qu'elle est directement couplée à l'ozone. Et donc, là, on va parler à un moment de lien avec le climat régional. Alors, rapidement, pour vous montrer une planche, donc, c'est quoi le déséquilibre énergétique? Si vous prenez à un moment le Soleil a une unité astronomique, son éclairement solaire, c'est de l'ordre de 1361 watts par mètre carré. Mais comme le Soleil va éclairer à un moment un disque, on va à un moment avoir uniquement un quart du rayonnement solaire à une unité astronomique émis par donc, le Soleil. Et donc, ça fait 340,4 watts par mètre carré. C'est ce que l'on observe ici. Ensuite, il y a une partie des composantes qui va être réfléchie, ce qu'on appelle l'albédo, une partie liée au sol, mais aussi celle liée au nuage. Donc, si vous regardez sur la composante et la décomposition, on a 77 watts par mètre carré associés à la réflexion des nuages et de l'atmosphère et 22,9 par la surface. Et la troisième composante, c'est la partie rayonnement infrarouge, donc qui est de l'ordre de 239,9 watts par mètre carré. Et si le système est à l'équilibre, on doit trouver 0. Bon, et vous vous doutez qu'il n'est pas à l'équilibre parce qu'on a ces déséquilibres, notamment liés aux gaz à effet de serre et aux activités humaines. Donc, aujourd'hui, on observe des accumulations d'énergie de l'ordre du watt par mètre carré. Et si ce chiffre est positif, ça veut dire que la planète chauffe. S'il était négatif, elle se refroidit. Dans les interactions, bon, il y a plusieurs interactions, typiquement des aérosols vont avoir un effet donc, négatif, un forçage radiatif négatif. À l'inverse du CO2, c'est un forçage positif. Une éruption volcanique, c'est un forçage négatif. Alors, si on s'intéresse tant à cette valeur, c'est qu'elle est
jugé crucial pour tester les modèles et pour prédire la future course, notamment du réchauffement climatique. Alors ici, vous avez une simulation là, qui est faite à partir des modèles de l'IPSL. On voit clairement là que sur certains scénarios, on peut avoir une augmentation à plus 7 degrés C en 2100. Donc, être capable de faire ce suivi correspond à un challenge technologique qui est extrêmement important, mais c'est fondamental et c'est complémentaire avec la mesure. Donc, j'ai parlé d'accumulation d'énergie dans les océans et cette mesure permet d'avoir une mesure sur le long terme. Donc, quand on va s'intéresser sur des variables à long terme, l'avantage des satellites, c'est d'avoir les informations à plus court terme. Alors, pour ceux qui doutent, hein, si on regarde à un moment là, cet article de Jean Jouzel de 2007, on voit clairement ici l'évolution de la température en Antarctique au cours des 800 000 dernières années. On voit clairement qu'on observe des variations de l'ordre de 6 degrés C ou plus. Donc, si vous comparez avec ce que l'on avait sur la courbe précédente, oui, c'est vraiment inquiétant, quoi. Alors, pour observer ces courbes, l'avantage des satellites, c'est de pouvoir à un moment restituer en temps réel ces observables. Alors, à ce jour, on utilise aussi, par exemple, des modèles. Il y a le modèle du type ERA5 qui nous permet d'avoir ces informations. Mais, encore une fois, quelle est la certitude sur les mesures, sur les niveaux absolus, sur, en gros, quelle est la qualité du modèle par rapport à ce que l'on va essayer de, à un moment, quantifier. Alors, la première question, c'est si on s'intéresse à la reconstruction d'une carte de flux, par exemple, tous les mois, on va utiliser un satellite qui va nous permettre de quantifier ces mesures. On se rend compte que, au cours d'une journée, un satellite en orbite basse ne peut faire que, en gros, environ 14 orbites. Donc, toutes les zones ne sont pas balayées. Donc, si vous regardez sur la planche du milieu à gauche, vous avez le flux net reconstruit par rapport à ce que l'on souhaite observer, en considérant que c'est une moyenne journalière, et l'incertitude sur la mesure. Vous voyez clairement les zones rougeâtres, on est de l'ordre de 30 watts par mètre carré d'erreur, sachant que la quantification des valeurs est extrêmement faible. On a parlé de 0,6 watts d'accumulation pour une décade. Donc c'est extrêmement complexe. Si on multiplie la durée, vous voyez, une simulation de 15 jours, on va avoir à un moment une minimisation de l'erreur par rapport à la mesure. Donc, oui, il est possible de faire quantification du bilan radiatif et du déséquilibre énergétique avec un satellite en orbite en cumulant les données et en sortant des cartes annuelles et en les comparant avec ce qui se passe au niveau de l'accumulation d'énergie au niveau des océans. L'accumulation des énergies au niveau des océans, ça correspond à environ plus de 90% de ce qui se passe au niveau global. Donc ça, c'est complémentaire. Par contre, au niveau local, si on veut s'intéresser aux effets locaux, à l'impact sur les nuages, globalement, on voit clairement qu'on a perdu l'information. Alors, ici, on a des simulations qui ont été faites par Thomas et Adrien Finance et aussi Christophe. On a un satellite qui balaye à un moment une zone au sol avec un champ de vue donné, parce qu'un instrument a un champ de vue donné. Et on voit à droite, en bas, sur la première planche qui défile, vous avez à un moment une évolution de l'incertitude. On voit clairement qu'il faut énormément de points, il faut cumuler les données pour pouvoir reconstruire une carte. Sur la droite, vous avez la même carte avec le même satellite, sauf que son champ de vue n'est pas un champ de vue étroit, mais un champ de vue large. Donc, vous voyez qu'on balaye une zone plus large, mais on a complètement perdu l'information au niveau local parce que on est sur un instrument qui balaye une zone trop importante. Donc les limites, elles sont liées au temps de revisite et au champ de vue des instruments. Donc si vous disposez, par exemple, 4 satellites en orbite en même temps à une heure différente, une heure locale différente, vous voyez qu'on va commencer à balayer une source de manière plus précise et qu'on va à un moment arriver à une minimisation de l'erreur. Donc la question pour nous, c'est combien de satellites serait possible
combien on va devoir utiliser de satellites pour pouvoir répondre à ce problème et déjà, théoriquement, se dire, voilà, c'est réalisable. Alors, l'objectif 1, c'est de réaliser une observation multipoint par rapport à ce bilan radiatif, en incluant les impacts radiatifs et les effets des aérosols et des nuages, qui ont, eux, une variabilité rapide, spatiale et temporelle, et qui ont des incertitudes qui sont hyper importantes. Côté définition des paramètres, c'est résoudre les variations diurnes, notamment avoir des informations toutes les 3 heures, et des échelles spatiales faibles, quelques kilomètres. Donc, c'est comment on identifie un instrument, comment on va vers un moment un instrument plus détaillé, et comment on répond aux besoins. Ensuite, il y a aussi la complémentarité avec Copernicus et ce qui existe, comment on combine les différents instruments pour pouvoir étudier ces informations. Au niveau de la variabilité UV, pourquoi on s'intéresse à cette variabilité UV? Parce que si on regarde l'éclairement solaire total, c'est l'effet bottom-up, donc la TSI, elle varie de 0,1% sur un cycle solaire de 11 ans. Donc son effet sur le climat, c'est une variabilité de l'ordre de 0,07 degrés Celsius sur un cycle de 11 ans. Donc son impact est limité ou faible. À l'inverse, une variabilité de l'UV, du rayonnement solaire, c'est de 6 à 10%. Là, on peut avoir un effet de réchauffement sur les couches à 50 km, modulation de l'ozone, et à un moment générer une modification au niveau du courant et avoir un impact sur le climat régional. Donc, avoir une meilleure compréhension de l'influence de la variabilité solaire, notamment sur le climat, et surtout les effets régionaux, notamment l'amplification de la dynamique et la réponse au niveau de la stratosphère. Alors, par rapport à la variabilité UV, on a des mesures. Donc, c'est une des variables qui est mesurée depuis les années 1970. Au départ, on pensait que ce paramètre ne variait pas, hein, tout comme l'éclairement solaire total qu'on a appelé par abus de langage la constante solaire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on converge vers une diminution donc, de l'éclairement solaire? Donc, vous voyez, le dernier cycle qui a eu lieu, c'est le cycle solaire numéro 24. On est entré dans le cycle 24 et la question, c'est est-ce qu'il va être plat ou pas? Est-ce qu'on converge vers un nouveau cycle de Gleisberg ou de Suez? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer potentiellement dans un potentiel nouveau minimum de Maunder qui correspond à un petit âge glaciaire qui a été observé en Europe entre 1640 et 1715? Et ça, c'est un effet, toute une série de questions sur lesquelles on peut s'interroger. Voilà, donc ça, c'est quel est le lien avec cette ozone stratosphérique et les effets régionaux. Alors, pour cet objectif, le problème est différent, c'est que on a un problème de suivi de la mesure et on a observé des dégradations importantes des instruments. Donc là, on va se poser la question des observations sur des multidécades. L'intérêt des petits satellites aussi, c'est de pouvoir permettre de développer de nouvelles technologies. Donc, il y a une ANR qui a été gagnée, hein, c'est Luc Damet qui travaille là-dessus, notamment sur Devin, c'est de développer de nouvelles technologies pour pouvoir essayer justement de limiter ou de réduire les effets de dégradation des instruments, parce qu'on voit clairement qu'on a besoin d'avoir des instruments stables sur le long terme, qui vont permettre de faire des mesures précises et de vérifier si on observe une diminution de ces variables et voir comment, en gros, le mécanisme d'apparition de ces cycles d'iceberg Suez et de petits taches glaciaires peuvent être mis en jeu. Donc là, ça veut dire qu'il nous faut des satellites qui observent avec des périodes communes pour pouvoir interétalonner les instruments et réajuster nos mesures. Donc, c'est définition de paramètres importants. Et encore une fois, on va s'interroger là sur l'analyse de la performance, sur le temps de revisite, nombre de satellites, l'effet de latence, les données de stockage et la puissance. Alors, la stratégie, c'est on part sur un satellite 1U, donc c'est UVSQSat, qui va être lancé en décembre 2020. On est en train de réaliser le deuxième, là, qui est un satellite un peu plus gros, qui s'appelle UVSQSat+, c'est un 2U, il doit être lancé en juin 2022. On va intégrer un peu plus de technologie. Bon, j'en parlerai après. On va notamment s'intéresser à la ionosphère. Donc, on a fait entrer dans l'équipe Patrick Galopo. Et puis derrière, comment on cherche à mettre en œuvre cette constellation et comment on converge vers 100 composantes qui vont permettre d'observer ces variables climatiques essentielles. Nous, notre rôle, c'est la partie recherche. L'objectif, c'est de faire des instruments pour la partie recherche.
Alors, la stratégie, c'est d'adresser rapidement des questions clés. Et ça, l'avantage des petits satellites, c'est que ça permet d'y répondre. C'est un moyen en termes de coût qui peut être mis en œuvre assez rapidement avec des démonstrations, des démonstrateurs en orbite. Et puis, c'est une opportunité de développer une recherche potentiellement innovante, de l'ingénierie et du management de projet. Alors, ce qu'on a vu là, au vu de la situation actuelle, c'est que plus on était autonome et mieux on s'en sortait. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on a essayé de réapproprier au maximum et d'avoir une indépendance la plus totale possible. Et on a clairement vu l'intérêt de pouvoir travailler au niveau notamment aussi même régional. Donc l'avantage de ces petits satellites, c'est de converger, bon, j'insiste sur la constellation, hein, pour pouvoir répondre à des questions clés. Bon, il n'y a pas que le climat, mais le changement climatique, mais il y a le stress hydrique qui peut être lié, il y a le management de l'eau, et c'est pour ça que cette filière, ou ce qu'on essaie de réfléchir ou de mettre en place, c'est un dispositif, même un service qui peut être utilisé pour l'ensemble de la partie recherche du LACMOS. Alors, concernant la stratégie au niveau des petits satellites, vous voyez, on voit ici l'évolution hein, depuis 1998 avec la mise en place du premier format. Donc, l'idée est venue des États-Unis, hein, avec l'université de Stanford et l'UCLA, de réutiliser ce petit modèle. Alors, au départ, avec des vocations plus liées étudiants. Et nous, la question qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut les utiliser au niveau scientifique. Et on voit que c'est directement lié à un autre effet, c'est le coût des lanceurs. Donc, si on regarde Falcon 9, donc du côté de SpaceX, on observe que les coûts sont en train de diminuer. Donc, on est aux alentours de 7 000 $ le kilogramme. Alors, quand on lance un satellite, le prix est bien plus élevé. Hein. On a plus de 100 000 € pour un satellite 1U. Mais ça donne une idée de la modification des coûts et de l'optimisation. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit que ce mécanisme va exploser. On prévoit plus de 2500 nanosatellites en orbite dans les 6 ans qui viennent. Alors, on va voir ce qui va se passer avec la crise actuelle, mais c'était une tendance de octobre 2020. Après, on verra aussi d'autres questions qui vont nous être posées, c'est savoir comment on gère notamment les débris, quel mécanisme on peut utiliser pour pouvoir éviter d'avoir une multitude d'éléments en orbite qui vont venir polluer le ciel. Alors, au niveau français, on voit clairement aussi qu'il y a, à ce jour, j'ai listé ici 9 satellites. Il semblerait qu'il y en ait 2 pour le moment qui soient pleinement opérationnels. Donc, c'est Robusta 1B qui a une petite défaillance. Et ISAT du CNES qui est pour moi aussi qui est opérationnel, bon, avec une petite issue, une anomalie sur un. Mais on a eu un ensemble de satellites avec des défaillances. Et AmicalSat a été relancé récemment, il est en phase de commissioning, donc en recette en vol. Donc, ce n'est pas nombreux. Et ensuite, on voit le taux d'échec qui est élevé. Et ça, bon, c'est une question, vous vous doutez, qui nous hante. Question de la fiabilité, elle est présente. Côté réseau, on a mis en place un réseau grâce à nos discussions et nos échanges scientifiques. Donc, on a besoin d'avoir des antennes et des outils de communication pour récupérer les données. Donc, nous avons mis en œuvre une antenne complète au Latmos. Donc, c'est Emmanuel Bertrand qui s'est chargé de cette action. Et aujourd'hui, l'antenne opérationnelle dans sa version analogique. On est en train de voir pour mettre en œuvre une version numérique. On a le support du LASP, donc il y a une antenne qui est opérationnelle à Boulder. Il y en a une à l'ISRO avec lesquelles nous avons aussi des accords, mais aussi à Taïwan, donc avec National Central University, et on a aussi des liens avec Singapour pour le NTU. Donc l'intérêt du réseau, c'est de pouvoir potentiellement augmenter le débit de télémesure le cas échéant. Côté du satellite, alors comment ça fonctionne? On est parti sur un volume. Alors au départ, on pensait que c'était peut-être plus simple de partir vers un nu, mais vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. On a été confronté à des problèmes, tant au niveau des développements électroniques. Donc, il y a des personnes qui ont fait un excellent travail, donc, comme Sadok Abaki. On s'est rendu compte que c'était tellement petit qu'on a eu un souci de miniaturisation et de performance et de bruit. Même pour les intégrations, on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça que on a limité notre feuille de route par rapport à notre objectif scientifique, par rapport à nos mesures, avec des incertitudes absolues qui sont élevées, parce qu'il faut à un moment avoir la possibilité de quantifier les niveaux absolus des mesures par rapport au niveau absolu, et ensuite la stabilité par an, parce qu'il y a 2 paramètres qui nous intéressent, c'est les mesures absolues, et d'un autre côté, d'avoir une certitude que le système va rester stable en orbite et ne va pas dériver, que ce soit pour
les mesures de déséquilibre énergétique ou d'éclairement solaire spectral. Alors, le satellite est petit, mais on l'a complètement utilisé. Donc, on a des cellules solaires sur toutes les faces pour ne pas avoir de problème de perte d'énergie. On a utilisé des petits détecteurs infrarouges type thermopile, comme par exemple ce qui est utilisé sur les pyranomètres sur toutes les faces. On a développé une nouvelle technologie, notamment avec le Surrey, pour les parties nanotubes de carbone pour pouvoir absorber tous les flux, toutes les longueurs d'onde. On a fait des petites découpes de petits bouts de verre, donc ce qu'on appelle des réflecteurs optiques, pour avoir d'un côté une composante globale et de l'autre uniquement la partie composante albédo, donc pour avoir les flux albédo et d'un autre côté les flux infrarouges et pouvoir restituer l'information. Et au niveau des photos, des mesures dans l'UV, on a utilisé une petite technologie simple qui va être basée sur la mise en œuvre d'une photodiode UV avec des filtres, petits filtres. Et on a utilisé un filtre à un moment interférentiel à bande étroite de la société Andover. Donc, on a un petit composant ITAR qui nous a poussé vers le choix du lanceur SpaceX. Alors, ici, vous avez une petite vue de l'intérieur pour voir comment c'est complet. C'est un petit schéma qui a été fait par Pierre Gilbert. Les cartes électroniques sont fixées sur les panneaux internes. On a dû les modifier, les adapter. Et quand vous allez voir sur toutes les photos, la principale difficulté, c'est la partie harnais. On a des harnais dans tous les sens. C'est extrêmement compliqué à intégrer. Et la partie carte électronique qui gère nos instruments est sur la partie haute de couleur verte. Donc, vous pouvez l'observer. Toutes les différentes cartes qui sont dans le satellite permettent d'avoir un ordinateur de bord, une carte de transmission de données, de réception des données, une carte avec des magnétotorqueurs pour pouvoir stabiliser le satellite lors de son éjection, parce qu'il va tourner, il faut le stabiliser et avoir de temps en temps des actions pour le stabiliser. Une carte de puissance pour faire la distribution d'énergie des cellules solaires vers l'accumulation des batteries et la distribution des données. Donc l'ordinateur de bord avec sa carte FI qui communique avec la carte charge utile et les différents détecteurs qui communiquent avec la charge utile. Et enfin, un logiciel de vol qui a été complètement fait chez nous, là, notamment par André Janviot. Bon, avec une première, c'est le logiciel FreeRTOS là, qui a été utilisé avec de la gestion temps réel. Nous avons eu 409 versions de logiciels. Alors, l'organisation du projet, là, c'était dès le départ, on a mis en place une structure avec différentes composantes et différents pays. Donc, comme j'expliquais, on a la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. On a démarré en août 2018 avec la première commande, les premiers achats, et on a réussi à respecter notre planning. Alors, au départ, on devait faire des choses avec le LASP, notamment des validations ou des tests, des calibrations. On devait faire aussi des étalonnages au PTB en Allemagne et tout ça, on n'a pas pu le faire pour la simple et bonne raison que la situation sanitaire nous a cloués au sol. Donc, on a dû remettre en place toute une série de bancs et de systèmes d'étalonnage pour réaliser ces mesures. Donc, on a fait la course à l'achat d'outils d'instrumentation et d'étalonnage pour pouvoir faire le maximum chez nous et je vous montrerai après quelques petites vidéos. Ensuite, on a fait évidemment toutes les analyses, traitement des données, les analyses, les simulations chez nous. Et là, on s'est grandement appuyé notamment sur les étudiants pour réaliser ces études. Alors, je vais vous montrer là le choix qu'on avait. On avait la possibilité de partir à un moment avec Falcon 9 ou bien le Soyuz. Et à cause d'un petit composant potentiellement ITAR, alors, ce n'est pas un ITAR réel, mais on a vu qu'il valait mieux partir avec la fusée SpaceX. Donc, on a aussi géré ces aspects pour réaliser la mise en orbite du satellite. Alors, pour cela, il y a des règles à respecter. Alors, ça paraît simple de mettre en orbite un dispositif, c'est extrêmement compliqué. Donc, il a fallu respecter toute une série de décrets et de lois. Donc, le LATMOS, maintenant, fait partie des entités qui mettent en orbite des dispositifs. Donc, on a un portail LOS, donc loi des opérations spatiales, et il y a une multitude de décrets avec des règles à respecter, avec des articles de loi, et on a une documentation qui doit faire, je ne sais pas quoi, mais au moins plus de 400 pages pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, c'est extrêmement long,
Mais on a eu l'aide là du CNES dans ces activités et des services associés. Donc, il y a eu Madame Gibec, il y a eu une dame qui s'appelle Myriam. Donc, on remercie le CNES aussi qui nous a aidés sur ces aspects. Et ensuite, c'est le MESRI qui prend la décision de valider notre dispositif. Donc, on a eu la mise en orbite, l'autorisation de mise en orbite avec un décret de loi. Concernant les simulations, alors comme j'ai expliqué, ça se prête bien avec des étudiants. Donc, que ce soit des dessins en utilisant CATIA ou les outils Siemens, les modèles éléments finis en utilisant les outils Siemens NX ou Nastran. On a fait des modèles éléments finis qui nous permettent d'avoir une idée sur la tenue des dispositifs pour les lancements. On a fait des modèles thermiques. On utilise des outils comme ESATAN ou Siemens aussi pour faire ces analyses thermiques. Et ensuite, des outils de design optique ou électrique. Ensuite, on a dû gérer tous les aspects qui sont liés à la partie attitude du satellite et vérifier qu'il ne va pas tourner trop vite. Parce que notre problème, c'est qu'un satellite trop léger a tendance à tourner trop et on peut avoir une perte de satellite. Donc, il y a une optimisation des centres d'inertie et de vérifier que c'est stable. Ensuite, les bilans énergétiques, démontrer que la batterie qu'on a utilisée ne va pas se décharger. Donc, il y a un mot-clé au niveau spatial, c'est les DOD, c'est les Death of Discharge. Il faut respecter au maximum la stabilité des batteries pour ne pas avoir une durée de vie limitée du système. Et là, on a tout un retour aussi d'expérience sur ces aspects, notamment, on peut utiliser des batteries type Saft, Panasonic. On est parti sur des batteries Panasonic parce qu'il y en a qui peuvent avoir des durées de vie plus courtes que d'autres. Ensuite, il a fallu regarder les aspects antennes avec la visibilité du satellite en orbite. Donc, toutes ces simulations ont notamment été faites par des étudiants de l'ESTACA, en école d'ingénieurs. On a eu un moment des étudiants, je vous montrerai des photos de Polytechnique. Et on a aussi utilisé les étudiants de la licence CIMIS. Alors, c'est Alain Sarkissian chez nous qui gère ces aspects et ils ont réalisé du bon travail. Alors, en décembre 2019, on a commencé à travailler sur les premières intégrations avec les premiers équipements qu'on avait. Et vous vous doutez bien que dans la philosophie des modèles, on s'est retrouvé dans une situation où on est parti directement sur un modèle protovol. Donc en anglais, c'est un protoflight model. Donc on n'a pas eu de modèle de qualification. On a eu le strict minimum. Donc on n'avait pas le droit de se louper. Et donc on est allé au plus court, au plus rapide. Si vous voyez là André Janviot là, qui gère là, son petit aspect logiciel, et au cours du développement, on a clairement vu qu'il nous manquait des bancs, parce qu'au vu même de la situation sanitaire, on a clairement vu qu'il nous fallait beaucoup plus de bancs, des bancs pour les développements logiciels, des bancs pour les intégrations optiques, par exemple, des bancs pour les développements électroniques. Et là, on est en train de mettre en œuvre tous ces aspects pour le futur satellite, c'est d'avoir au maximum différents bancs qui vont être utilisés par les différentes composantes techniques du projet. Comme ça, elles gardent une forme d'indépendance. Ici, vous avez une vue de l'intégration à partir de janvier 2020, où on a un assemblage complet du système. Ici, on a complètement redémonté le dispositif parce que on voit en haut à gauche une vue de la carte magnétotorqueur, c'est celle qui permet de faire le pointage du satellite. Et ben, les cartes sont en stack sur des colonnettes, on va les empiler. Et sur le haut, vous voyez un petit connecteur ici, c'est ce qu'on appelle un connecteur CSKB, Satellite Kit. C'est un petit connecteur qui est couramment utilisé sur les parties CubeSat. Et vous voyez ici, on vient empiler nos cartes en rajoutant potentiellement des éléments complémentaires pour pouvoir communiquer au travers des bus. D'accord ? Ici, c'est une carte radiofréquence qui est utilisée et qui est mise au-dessus de la carte de puissance avec la zone de stockage des batteries électroniques. Et là, on vient connecter un câble radiofréquence. Alors, on continue, on empile. Ici, vous avez une carte avec un ordinateur de bord qui vient se mettre sur le dessus. Et à un moment, on termine par une carte, par exemple, antenne, où on voit 4 petits bras d'antenne qui vont être à un moment déployés avec des petits fils ici de Dynéma qui sont chauffés par des résistances. Et en chauffant les résistances, on vient ouvrir cette petite porte et déployer les antennes. Alors, les panneaux solaires, on les a complètement revus au niveau de la définition. On a dû modifier ces structures avec l'industriel pour avoir en intérieur un petit trou pour pouvoir fixer notre photodiode pour faire nos mesures, avoir les connexions data et puissance des cellules solaires
Et sur ces cellules, ensuite, on va venir sur la face intérieure coller nos électroniques de proximité. Comme j'ai expliqué, le gros problème qu'on a, c'est le bruit, notamment le bruit électronique, pour essayer d'avoir les mesures les plus fiables, les plus stables possibles. Donc ça, c'est un des plans aussi pareil à l'époque. Donc on a eu des infos aussi en retour du programme Janus. C'est des cellules Azure Space qui sont utilisées et on avait les informations de plan de pose de ces cellules. Et donc, on a travaillé avec des industriels qui ont fait cela. Et là, c'est la compagnie Isis qui a fait ce dispositif. Ici, vous avez la vue interne. Donc, on a modifié ces petites zones internes pour pouvoir fixer à un moment les petits thermopiles, donc les petits détecteurs infrarouges, avec les passages de fils. Et là, on s'est aussi rendu compte d'une autre chose, c'est qu'on a utilisé de thermocouple avec des fils qui sont assez rigides. Et bon, ben, entre un dessin et la réalité, les rayons de courbure font que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait. Donc, ça complexifie les mesures. Sur cette face, on a une photodiode qui permet aussi d'avoir à un moment le flux solaire et d'avoir une idée sur le pointage grossier du satellite. Et en interne, on a des capteurs de température sur ces panneaux et toutes ces données vont être utilisées. Il y a Adrien Finance qui fait sa thèse là-dessus. Il est aidé de Christophe Dufour et de Thomas pour voir comment on met en place des méthodes d'apprentissage, donc de deep learning et d'IA, pour pouvoir restituer l'attitude du satellite et restituer les informations sur les différentes faces. Là, sur l'intérieur, sur les surfaces supérieures et inférieures, l'autre problème que nous avions, c'était de pouvoir intégrer nos détecteurs sur les parties supérieures. Donc ici, on a fait faire un montage pour avoir un dispositif qui reprend la communication vers les cellules solaires depuis le haut. Donc ça, c'est une multitude de photos qui montrent un peu l'architecture du satellite. Ensuite, côté détecteur, donc on a fait faire des petits dépôts de nanotubes de carbone. Donc on fait pousser les petits nanotubes de carbone comme des cellules. On a dû les déposer sur des petits supports en cuivre, cuivre OHC. Alors là, on a aussi été conseillé par ces petits éléments. Et ensuite, on les a mis avec cette forme pour pouvoir les sectionner et les coller sur les petits thermopiles. Alors là, on a eu l'aide. Il y a Benjamin Lustrement qui nous a apporté un peu son expérience, son savoir-faire. Et puis ici, on a essayé aussi de découper des petits bouts de verre avec Vincent Guérini. Vous voyez ici un exemple de petits détecteurs. Donc ça, ce sont des détecteurs Captec qui sont fabriqués dans le nord de la France, avec ici un petit miroir qui est fixé dessus. Et là, les différents composants qui reprennent la mesure du détecteur et le signal. Alors, on a aussi une ANR en cours. Là, on voit à gauche, en bas à gauche, c'est Xavier Aratek qui travaille sur le programme Devin. Et l'idée, c'est de pouvoir à un moment faire aussi nos propres détecteurs. C'est fait avec la société Nanovation, dans le cadre de l'ANR. C'est d'essayer à un moment de ne pas avoir d'éléments optiques, de filtres, parce que par retour d'expérience, on sait que le premier élément optique qui voit l'environnement extérieur va se dégrader, va vieillir. Il y a les radiations, il y a la contamination, il y a les effets de solarisation et ça a tendance à dégrader le signal. Donc la question, c'est comment on fait pour avoir une puce, une simple puce, qui permet de laisser passer une bande de mesure spectrale à un moment par rapport à un signal qui va nous intéresser. Et ensuite, cette largeur à mi-hauteur au niveau du signal, c'est ça qui va être très important, c'est d'essayer de le minimiser le plus possible pour essayer d'avoir une bande étroite pour arriver par exemple dans un continuum de Herzberg qui lui c'est entre 200 et 242 nanomètres. On peut s'intéresser aussi à par exemple la destruction de l'ozone ou par rapport au soleil, on va s'intéresser à la bande entre 240 et 320 nanomètres. On travaille aussi avec Carta Ruxel, c'est une entreprise de la région. Donc, on les a embarqués. C'est un petit détecteur de position et c'est un capteur de santé. Donc, ça peut être utilisé notamment pour les spationautes. Donc, on a discuté, là, vous voyez, à un moment là, avec Thomas Pesquet, c'était en début d'année, voir comment on pouvait utiliser ce petit détecteur. Donc, c'est une discussion en cours. Si vous avez une vue des petites électroniques qui ont été mises en place, donc soit avec Sadok Abaki, j'en ai parlé, mais aussi Laurent Lapeau. Et là, c'était un petit étudiant qui avait encadré Laurent et Sadok. Vous voyez une vue des petites cartes électroniques qu'on a dû développer. Et ce sont ces petites composantes qui vont justement à un moment être fixées sur les petites cellules solaires. Alors bon, en perspective, évidemment, ça je vais passer, c'est pour vous montrer qu'on a, là, j'ai en ma possession les plans là, qui permettent de réaliser que ce soit des cartes de système de pointage ou tout dispositif, on a les infos qui vont nous permettre ou qui peuvent nous permettre de fabriquer nos propres cartes. Pour ce dispositif, on a utilisé une partie d'éléments qui provenaient de l'industriel. Alors la PIT, la plateforme de test de Guyancourt, alors
Pour moi, vraiment, ils font partie du projet, ils nous ont aidés, conseillés, et tous les essais, tout ce que je vais vous montrer, on a fait cela vraiment directement avec eux. Donc, on a eu un plein support de la PIT et de l'OVSQ, pas seulement pour réaliser des essais, mais même pour nous aider et nous conseiller. Alors, au niveau des développements, hein, on vous a montré les idées scientifiques, je vous ai montré un peu comment c'était conçu. Là, je vais vous montrer les tests, tout ce qu'on a réalisé au cours des derniers mois avec l'équipe, toute l'équipe, hein. La première chose, c'est les essais. Donc, on avait des essais de vibration à faire. On avait aussi des essais de température. Et la clé de notre dispositif, c'est qu'en fait de compte, on est maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Donc, il a fallu spécifier tous nos dispositifs nous-mêmes, à partir des calculs. Donc, on a fait nos propres spécifications, nos propres exigences par rapport à des contraintes. Des contraintes, c'est par exemple dire telle carte ou telle électronique doit respecter tel environnement. À un moment, on peut limiter parce qu'en intérieur, nous avons aussi des régulations actives qui permettent à un moment de dire, bon, par exemple, un ordinateur de bord doit en permanence, quand il est on, par exemple, être aux alentours de moins 10 degrés C minimum. Déployer le plus rapidement possible les antennes parce que je vais à un moment chauffer le dispositif, donc je vais devoir y arriver. Au niveau compatibilité électromagnétique, c'est pareil. Nous avons alors on a discuté là avec le CNES, et ils sont dans la même situation que nous, c'est qu'il n'existe pas de spec pour ces petits systèmes parce qu'on doit faire de l'autocompatibilité. Et là, on a eu le support de l'ONERA, un support qui est pour nous essentiel, hein. Pareil, on est allé à Toulouse faire des tests, je vous montrerai dans leurs moyens, et ils nous ont complètement aidés sur ces questions et même sur d'autres. C'est pour ça que le prochain, on le fait avec eux, le prochain satellite. Là, une des questions qui nous a un peu interrogé, c'est comment on fait pour valider le detumbing. C'est quand le satellite est éjecté, il est en rotation. Et sur les prochains satellites sur lesquels on peut réfléchir, une des questions clés, ça va être comment on fait pour un satellite qui pointe finement. Donc, on est en train de travailler là sur une table sur coussin d'air pour pouvoir valider les pointages, d'utiliser potentiellement un simulateur solaire. Je vous montrerai, on a tous ces éléments chez nous au laboratoire, hein, des simulateurs stellaires pour voir comment on valide finement un pointage. Parce que la preuve de ce que l'on a vu, c'est de faire des essais et des tests, hein. Il y a la théorie, mais à un moment, il y a la pratique. Donc, il faut du savoir-faire. Et ça, on l'a acquis parce que soit les deux laboratoires qui ont fusionné à un moment ont l'expérience de ces instruments depuis plus de 50 ans. Ensuite, ce qu'on aurait dû faire, c'est ces étalonnages au PTB. Donc, le PTB a un corps noir qui permet de valider à un moment des dispositifs par rapport à des échelles absolues. Et cet essai, on n'a pas pu le faire parce qu'à un moment, on ne pouvait pas se déplacer parce qu'on nous mettait en quarantaine. En permanence, on nous a dit on ne peut pas venir, à moins de rester 15 jours bloqués dans un hôtel. C'est pour ça qu'il a fallu se réinventer aussi, très rapidement. En parallèle, sur les instruments, on a dû aussi faire des caractérisations. Là, c'est un exemple clé. Quand on parle de bilan radiatif, d'instrumentation, on va aussi parler de BRDF, c'est une caractérisation des réponses spectrales des détecteurs, des instruments. Et vous voyez que les nanotubes de carbone ont des BRDF qui sont excellentes. Ça veut dire que quelle que soit la position angulaire, on peut à un moment capter le flux. Ensuite, là, on a aussi encore une fois le support du CNES. On leur a envoyé des petits échantillons pour faire des mesures sur des OSR, donc des mesures de réflectance. Ça nous permet d'avoir une caractérisation des éléments par rapport à l'absorption. Et on a fait aussi des mesures avec des goniophotomètres. Ça, bon, c'est ce qui nous permet justement de faire les mesures de BRDF. Alors pour nous, le lancement, il est toujours prévu en décembre 2020. On a quelques petits soucis à régler d'ordre de paiement de facture. Ça va être réglé. Mais on a dû gérer donc ODAR, c'est Orbital Debris Assessment Report. Alors, ce n'est pas une progress, c'est conclu. Une erreur sur ma planche, elle est ancienne. La LOS, la loi des opérations spatiales, on est bon, on a l'autorisation de lancement. La déclaration du satellite, elle est validée. L'ICD a été fourni au lanceur. Le End User Statement est bon. Et la coordination de fréquence est acceptée. Et ensuite, il faut prendre une assurance qui est obligatoire quand on est en orbite parce que si on tape un satellite, on doit, entre guillemets, avoir des dédommagements. Donc, on a pris une assurance. Si vous avez une vue, une sorte de contrôle-commande, on a mis une antenne sur le toit pour pouvoir émettre dans les bords du HF-VHF. On a un petit sorte de mission qui va nous permettre à un moment de récupérer les données et de faire de la distribution de données. Et pareil, les temps ont changé. Il faut qu'on distribue les données le plus vite possible.
n'est pas en train de fabriquer des données uniquement pour nous qui vont être stockées sur une machine, mais on doit les distribuer le plus vite possible. Toute la communauté et à tout le monde. En exploitation, on a un étudiant en thèse, j'en ai parlé. On a à droite les étudiants de la licence CIMIS. À un moment, j'avais travaillé avec les étudiants de Polytechnique sur la partie définition. Donc, on a réussi à impliquer 50 étudiants et on leur a appris une multitude de choses, que ce soit sur le climat, la physique solaire, les relations soleil-terre, les véhicules spatiaux et ainsi de suite. Donc, ces éléments permettent de faire énormément de choses. Alors, en parallèle, on a mis en place aussi, là, c'est Alain qui a géré ça, c'est les écoles d'été, notamment une en Arménie. On y allait, on avait donné des cours en septembre. On est en train de regarder pour faire la même chose avec l'Algérie, notamment avec Hassina Boukarbout. Philippe a fait une visite officielle à Alger, on a des accords. Alors pourquoi? Parce qu'on s'intéresse aussi à ces notions de répartition géographique pour pouvoir positionner des antennes un peu dans des endroits qui sont géographiquement intéressants. Ici, vous avez des vues, encore une fois, des petits détecteurs, des découpes laser pour pouvoir avoir finement une découpe de nos petits bouts de verre à droite. Ici, vous avez une vue éclatée des différentes cellules solaires, les panneaux solaires avec leurs électroniques qui sont intégrés. Ici, vous avez Laurent qui est en train de travailler. Vous avez un éclaté du satellite avec tous les fils qui partent dans tous les sens. Donc, ça a été extrêmement compliqué, je répète, parce qu'on a dû à un moment intégrer l'ensemble et compacter. Alors, le mot, j'aurais tendance à dire compacter. Ici, vous avez une vue de la partie supérieure du satellite avec les électroniques qui sont intégrées. Et quand vous voyez à la fin, vous avez un cube de 10 cm par 11 par 11 cm. Tout est rentré à l'intérieur. Là, c'est Christophe Arnoux, un étudiant qui a travaillé avec Xavier Arateg et Luc Damé sur les parties de vin, donc détecteur UV. Ça, je passe, ce n'est pas forcément intéressant. Vous avez encore une vue ici des différentes cartes électroniques. Et là, je vais vous montrer quelques petites vidéos lors des intégrations. Vous voyez ici, on est en train de monter les différents stacks donc dans les salles blanches de la PIT. Donc, on a tous les moyens qui nous permettent de réaliser cela. Ici, on vient clipser un câble radiofréquence. Et là, en parallèle, vous avez au fur et à mesure des accélérés qui vous montrent un peu la difficulté d'arriver justement à mettre en œuvre tous ces petits dispositifs. Alors, c'est extrêmement minutieux et il faut être extrêmement patient pour pouvoir réaliser ces tâches. Donc ici, vous avez à droite une vue du montage complet, une fois que c'est intégré. Les différentes cellules solaires, les petits capteurs qui sont intégrés ici, le petit trou qui laisse le passage du flux solaire à l'intérieur de la chose, la petite photodiode pour la mesure du flux, les cellules solaires par rapport au plan de détail des cellules Azure Space. Et puis pareil, sur toutes les faces, on va multiplier ces petits détecteurs. Et puis les finitions que nous avons faites pour pouvoir intégrer l'ensemble. Alors, une des difficultés qu'on a rencontrées aussi, c'est lors des essais de vibration. Vous voyez ici, on voit un petit accéléromètre en haut à droite pour l'essai de vibration. La question, c'est qu'il n'y a pas de place pour pouvoir le fixer. Et le risque pour nous, c'est qu'un câble vienne toucher les petits détecteurs, et notamment les nanotubes de carbone sont extrêmement fragiles. Il est strictement interdit de les toucher. Donc pour les prochains, on se pose la question d'avoir des accéléromètres intégrés qui partiront en orbite avec un petit connecteur potentiel externe. Ça nous permet d'éviter de l'instrumentation parce qu'on n'a pas pu instrumenter en interne. Donc lors des essais, on a une vue globale de la structure, mais on n'a pas d'information microscopique à l'intérieur. Et pour la température, quand on va faire les essais de caractérisation, le problème est le similaire. C'est comment on fait pour instrumenter en interne. Alors ici, vous avez un petit balayage, ça permet de voir l'intérieur. Vous voyez, une carte électronique fixée sur la structure, une photodiode qui vient se reprendre avec des petits nano-connecteurs et la partie puissance. Et bon, la petite surprise qui nous a déplu, à un moment, on s'est retrouvé avec Sadok à voir la chose, c'est que quand on fait le déploiement d'antenne, à un moment pour tester toute la chaîne, de l'antenne jusqu'au satellite, à un moment, il faut redémonter pour pouvoir réarmer les antennes. Donc, on aurait aimé avoir plus de démontabilité, mais qui dit plus de démontabilité dit aussi plus de harnais.
Voilà, ça vous donne une vue. Alors là, vous avez compris. Ça, c'est pendant l'essai de vibration, notamment aléatoire. Donc, les niveaux sont aux alentours de 11 GRMS. Ce niveau est valable pour les lanceurs SpaceX. Parce que si vous voyez, le niveau est plus important en G carré par Hertz, autour de 740 à 850 Hertz. Si on avait eu un lanceur Soyuz, on aurait été décalé dans les bandes de fréquence. Et puis, si on a Ariane, on a aussi du sinus. Hein. Donc là, la caractérisation, c'est essentiellement de l'aléatoire et du quasi-statique à plus de 15 G. Alors, le mode de résonance du satellite, il est autour de 400 Hz. Vous voyez son pic au niveau de la courbe et ça colle pleinement avec les modèles qu'on a fait avec les étudiants. Donc on les en remercie, ils ont fait des bons modèles qui sont cohérents avec ce qu'on a observé. Donc il n'y a pas eu besoin de discuter ou d'anticiper des potentiels notching avec les autorités lanceurs. On aurait pu aussi dire, voilà, on va écrêter le pic, on a un risque de casse. Alors là, pareil, on a eu de l'aide du CNES. Notamment, c'est Thierry Florian, j'avais discuté avec lui au CNES hier, qui nous a aussi donné les supports. Et le département de Christian Elisabellard. Donc, on a pu à un moment aller au CNES faire un essai. Alors, le risque pour nous, c'est qu'après la vibration, le satellite peut se charger magnétiquement. Et s'il est chargé magnétiquement, quand on va le mettre en orbite, il va tourner éternellement, jusqu'à ce qu'il soit désorbité et complètement détruit par l'atmosphère. Donc, la question pour nous, c'était de voir quel était le niveau du couple magnétique du satellite, duel, et le cas échéant de le démagnétiser. Donc, vous voyez ici, on est dans on appelle une chapelle ou une chambre magnétique pour vérifier cette valeur. Et donc, à un moment, il faut neutraliser le champ magnétique terrestre pour avoir une mesure du dispositif. Donc, ici, vous avez les valeurs du champ magnétique. Alors, à notre agréable surprise, c'est que ici, on a le moment magnétique, il était assez faible. Donc, on est aux alentours en milliampères mètre carré de 2,7. Donc, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire de le démagnétiser. Le niveau était trop bas. Donc, on n'aura pas de mauvaise surprise à ce niveau. Alors, en parallèle, bon, je vais encore féliciter moi mes collègues là, qui ont travaillé sur la partie du développement instrumental et technique. C'est qu'on a fait beaucoup de choses en peu de temps. Mais on a manqué d'outils. Vous voyez, ici, on a dû improviser un petit montage parce que quand on est au niveau de la chapelle, on doit tourner le satellite suivant toutes les directions. Donc, direction, c'est mesure. Avoir le satellite dans une cuve en plexi avec des harnais et pouvoir pivoter le dispositif dans tous les sens, mais aucun élément métallique ou magnétique. Il faut uniquement des éléments qui font que le dispositif, à un moment, est testé et pas les éléments complémentaires. Alors, au niveau thermique, on a fait aussi nos effets de caractérisation à la pipe. Ici, vous voyez l'intégration des petits thermocouples de test. Et vous voyez la difficulté que l'on a, c'est que c'est tellement petit. Ici, c'est Julien avec Sébastien qui ont réalisé cela. C'est pour ça que je disais qu'ils nous ont aidés parce qu'ils ont manipulé avec nous pour intégrer les éléments. Et vous voyez, on voit ici le petit miroir sur le haut, le détecteur infrarouge. Et la hantise en permanence, c'était justement d'éviter d'avoir un fil qui vienne les toucher. Et ici, vous avez l'interrupteur du satellite. Quand le satellite est éjecté, le dispositif passe à on, ça active le satellite. Et dans le code, le logiciel de vol qu'a fait André Jean, quand ces boutons sont activés, le satellite est on, et au bout de 10 minutes, les antennes se déploient. Donc, quand on a livré le satellite là, pour la partie lanceur avec Pierre Gilbert, bon, on s'interrogeait toujours par rapport à cela. Alors, on a utilisé des petits témoins pour pouvoir faire les vérifications de la contamination du satellite en orbite. Donc, je crois que c'est Soditech qui a fait cela, ou je ne me souviens plus du nom. Et donc, on voit clairement que les valeurs sont acceptables. On regarde notamment les hydrocarbones, les esters et autres. Mais par retour d'expérience, on avait déjà vu ça sur d'autres instruments optiques. On avait vu que les témoins donnaient des niveaux très bas et que les satellites pouvaient être contaminés. Donc, ces résultats sont à prendre avec des pincettes sur les aspects contamination. Ici, vous voyez les sites que nous avons fait de qualification. Donc, il a fallu qualifier le système en on-op. Donc, on commence toujours par le chaud pour dégazer. On a vu que la pression, on est passé à 10-8 millibars, donc le système n'était pas contaminé. On n'a pas eu de problème particulier par rapport à ça. Et ensuite, il y a ces aspects CEM. CEM, on est parti à l'ONERA. On a essayé de voir comment mettre en place une procédure d'autocompatibilité.
par rapport à ces tests. Et vous voyez qu'on a ici le pic de réception d'antenne. On est aux alentours des 435 MHz. Et là, au cours de l'essai, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir des mesures plus fines, des pens plus fins, avoir un logiciel de vol prêt pour pouvoir avoir à un moment une vérification immédiate de la performance des mesures et d'avoir le maximum d'interface homme-machine pour pouvoir avoir des traitements de données instantanés. Vous vous doutez, avec tout ce qu'on avait à faire, ça faisait énormément de choses à faire en parallèle. Ici, on a mis en place un essai alors, qui a été piloté par Emmanuel Bertrand. C'est un essai complet end-to-end qui permet de vérifier que le satellite puisse émettre et qu'on puisse récupérer les données depuis chez nous grâce à l'antenne qu'on a montée sur le toit. Alors là, c'était un samedi matin, on a commencé à préparer. Alors, on a flashé une version au dernier moment. C'était la course en permanence. Et on a eu le support des radioamateurs. Ils nous ont mais alors vraiment très bien aidés et d'AMSAT francophone. Donc c'est Christophe Mercier. On a eu le support de Michel Mahé, tu as donné ses noms. Et tous les radioamateurs, vous voyez ici, on a l'équipe et certains membres. Hein, tout le monde essaie de respecter un maximum de distance. Alors, ce qui est très, très bien, c'est qu'on avait un laboratoire pour nous à un moment, parce que comme on était sur des zones, on a pu utiliser les différentes pièces pour pouvoir ces essais. Alors écoutez. La salle de gestion radio. Donc, vous pouvez voir ici l'émetteur-récepteur faire la transmission vers le satellite avec tous les équipements associés. Ici, on a donc plusieurs équipements PC et actuellement, on est en train de tester la montée des datas vers la partie satellite. Pour faire ça, on a un PC portable, d'accord, qui discute donc avec un modem numérique. Donc ici. Donc là, vous voyez les trams qui passent actuellement avec le passage en émission, avec la petite lampe rouge. Et cet appareil donc, qui nous sert en fait à faire l'interface entre le PC et la radio est connecté sur l'émetteur-récepteur. Et vous pouvez voir donc ici l'émetteur-récepteur passer en émission avec des trams régulières. Deuxième, si tu veux. Alors, nous avons aussi à un moment la partie réception. Je vais vous la passer, mais radio. Actuellement donc en émission, enfin en réception sur la partie où l'émission est faite, c'est-à-dire sur 145 mégas, à la bande haute du radio amateur. Et donc on reprend ça quelques octets ici qui sont reçus par le logiciel, donc qui fait marcher une clé SDR, et on voit donc les différentes trames qui apparaissent, hein, qui sont en fait en matérialisant le nombre de trames envoyées dans le système. Voilà, donc on envoie bien de l'Atmos 0 vers l'Atmos 1, c'est-à-dire le nom du satellite, l'émetteur et le récepteur. Et pour faire l'essai, alors, pareil, on a eu des étudiants qui étaient très bien, on les a prolongés en contrat de durée déterminée. Alors là, on voit Patrick Lacroix et Nicolas qui sont en train de nous aider à monter là-haut. Alors Sadoc, il est monté, je crois, c'est plus de 4 ou 5 fois, regardez là. Bon, il a fait un travail exceptionnel. Il a fallu monter tout le matériel là-haut et on a mis le satellite sur la colline d'Elancourt, c'est le point culminant d'Île-de-France. Pourquoi? Pour valider toute la chaîne. Alors, on a utilisé aussi des cuves là, qui nous ont été prêtées par Wisdom et Phébus, du matériel. Voilà, ça vous donne une vue de ces choses-là. Et ici, en gros, on a validé complètement le dispositif. On s'est dispersé sur toutes les zones du laboratoire pour bien respecter les distanciations. Et on était, je crois, une trentaine de personnes pour valider cette chaîne. Alors, ici, un exemple. Désolé. Ah. Hello, I'm Yves F1 IBT, French ham operator, and I'm here at the Command and Control Center of UVSQ-SAT. And I'm going to make a dump of the data capture that have been so far here with the satellite. So I'm launching the dump. It's preparing. Okay, we are sending the operation. We will soon have the dump here arriving.
Alors ça, vous voyez, c'est un exemple simple, hein. On a ici une commande qui est envoyée au satellite pour lui dire on veut télécharger les données, et là on télécharge les données. Donc on a une chaîne complète qui permet d'avoir à un moment aussi la réception de ces données au Latmos. Alors, pour les essais ensuite qu'on a dû faire, on a dû faire des caractérisations UV. Donc, comme j'ai expliqué, on a dû remettre en place rapidement des bancs. Xavier a un banc avec une lampe deutérium. Ça nous a permis de faire des étalonnages sur les détecteurs UV. À droite, on a une lampe qui est un xénon qui permet, couplé à un télescope de Newton, de former une image du Soleil. Donc, on a un simulateur solaire. On a dû racheter un corps noir pour simuler aussi l'environnement terrestre et mettre en place tous ces bancs. Donc ici, on fait un test avec le satellite, grandeur nature, la lampe xénon qui émet un signal qui passe au travers à un moment d'un diaphragme donné, des différents miroirs dans le télescope en blanc, le tube blanc, on a un miroir de renvoi qui va à un moment envoyer la tache solaire, vous la voyez en haut en bas, et ensuite le satellite lui-même reçoit le flux solaire. Alors, une quantification de flux solaire, hein, on n'a pas la possibilité de faire un soleil, donc une constante solaire. Et là, vous voyez à gauche l'éclairement des phases du satellite. Ça va nous permettre, ça nous a permis de caractériser les détecteurs éclairement solaire total et avec la lampe deutérium, les détecteurs UV. Ici, on a encore une fois une vue avec l'éclairement et le satellite qui est éclairé directement. Donc, vous voyez le système qui est fixé avec des petits bouchons sur le dessus pour pas que les switches s'activent et les antennes du satellite déployées. À l'arrière, un système, un solarimètre qui permet de mesurer le flux intégré et en permanence une mesure de température. Et là, Christophe qui nous aidait à faire les outils de décom permettent de faire à un moment une interprétation directe des données. Alors ensuite, on est reparti en cuve thermique hein, parce qu'il nous a fallu une caractérisation de corps noir des détecteurs. Donc, quelle est la relation signal analogique corps noir et en même temps de faire un dernier dégazage parce qu'on était parti un peu encore une fois à l'extérieur. Donc, on a refait encore un essai thermique, une nouvelle intégration et un nouveau support de la PIT, quoi. Encore une fois, j'insiste et je les remercie, ils nous ont en permanence aidés, quoi. Donc ça a été réalisé. Donc vous avez des vues qui montrent un peu les différentes opérations. Et au préalable, on avait fait d'autres essais de caractérisation sur la terrasse, c'est-à-dire mettre le satellite vers l'extérieur, faire des mesures directes du flux. Vous voyez les mesures de flux. On a un pyranomètre étalonné aux standards internationaux et la réponse de nos détecteurs par rapport au signal. Voilà. Alors, les conclusions, c'est que on voit clairement qu'il est possible de faire des instruments sur des échelles de temps courtes, d'avoir des chaînes complètes, d'envisager des constellations de satellites pour pouvoir répondre aux besoins. Après, bon, moi, je suis très prudent parce que la première question, c'est quelle est la fiabilité? Donc, on la verra en orbite, hein, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait tester et valider. Donc, c'est avoir un satellite en orbite. Il peut se passer un tas de choses. Donc, en général, il y a un petit gris-gris. On avait vu ça aussi au CNES. Il y a un satellite, on lui fait un petit gris-gris ou un petit élément pour se dire, bon, il y a une part de chance. Et ensuite, une fois qu'il sera en orbite, c'est la restitution des données, comment on va les traiter, comment on va exploiter la chose. Alors, l'équipe validation des performances et des données est optimiste. J'aurais posé la question. Voilà, on attend de voir la suite. C'est une autre histoire, on vous la racontera après. Voilà, puis je vais conclure aussi sur ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, il y a UVSQSat, c'est le dispositif donc, va être mis en orbite prochainement. On est en train de travailler sur UVSQSat+, on a basculé vers un plus gros parce qu'on a vu que c'était contraignant au niveau des volumes. On a intégré aussi une nouvelle carte pour étudier la ionosphère et ensuite on est aussi embarqué sur Aerosat avec le CNES. Je ne sais pas si quelqu'un du CNES est connecté, mais on a des détecteurs qui sont embarqués sur la mission CNES, donc on les remercie aussi. Côté UVSQSat+, on va étendre nos objectifs. Donc, on a fait bilan radiatif, on a l'éclairement spectral dans l'UV, mais on a aussi l'ozone et la partie ionosphérique, le sondage ionosphérique. Et là, on est en PDR sur une des cartes.
CDR, donc on a évidemment les financements, c'est étudier le ionosphère de 50 à 1000 km et voir à un moment comment on va réaliser cela. Donc on utilise une carte radiofréquence qui est basée sur cette architecture et c'est la société Totem qui réalise cela en Espagne. Voilà, côté COSPAR, là, je suis sur un groupe, là, comme j'ai expliqué initialement. Donc, il semblerait qu'un des enjeux clés soit le space weather, météorologie spatiale. Là, on est aussi positionné. Donc, ils vont faire des appels à un moment. Il faut se positionner avec des instruments. Donc, ça, c'est quelques éléments qu'on a développés, des instruments où on a vraiment une bonne expérience et où on a publié. En bas à droite, moi, je suis sur un instrument à bord de Proba 3, là, où j'ai une co-investigation scientifique. Donc, je travaille dessus, c'est intéressant. Ça m'a permis de voir aussi qu'ils sont aussi au niveau européen en train de voir pour miniaturiser. Bon, ben, je terminerai sur juste cette planche. Alors, je ne sais pas si Alain Hochkorn est connecté, si Philippe Kécut est connecté ou si Luc Damet sont connectés. Mais on est en train de travailler sur ces miniaturisations pour les embarquer sur des petites plateformes. C'est un spectromètre UV, le miniaturisé, pour faire de l'éclairement spectral. C'est en bas à gauche un système optique pour faire des mesures de température et de profil, notamment de la moyenne atmosphère. Et en bas à droite, c'est un télescope dans l'UV pour faire des mesures à Lyman alpha, notamment associé à Space Weather. Et la particularité, si vous regardez de ces dispositifs, c'est qu'on plie les faisceaux. Sur d'autres instruments, en général, on avait des systèmes en axis, donc on avait les systèmes qui étaient alignés. On voit qu'il y a un avantage à essayer de plier au maximum ces faisceaux avec quand même des inconvénients, mais on est en train de regarder de près ces différents systèmes pour pouvoir les embarquer dans des missions possibles. Et l'autre clé pour nous, là, l'autre enjeu, on n'a pas traité à ce jour, c'est la stabilité et le pointage des instruments. Voilà. Donc là, c'est une des architectures qui me fait rêver, entre autres, c'est de voir comment on peut avoir un système de désorbitation parce qu'il faut aussi respecter le traité de l'espace et ne pas polluer l'espace. Donc avoir des propulseurs, donc il y a la boîte TrustMe, mais il y a aussi Exotrail, hein, on n'exclut pas non plus travailler avec cette boîte, notamment que c'est un de nos collègues qui est là-dedans. Donc c'est de désorbiter les systèmes. Il faut mettre en œuvre des Star Trackers. Côté ADCS, système de pointage, il y a le système de Blue Canyon qui est américain, qui est ITAR, mais pareil, nous avons une coopération avec le LASP, donc on est en train de réfléchir à ce genre de choses. Et la clé en spatial, c'est le TRL. TRL, c'est le niveau, à un moment de technologie readiness level, c'est de savoir si le système a atteint une maturité. Donc, par rapport à nos affaires, aujourd'hui, nous sommes à TRL 8 sur le satellite, on a démarré à TRL 1. Et vous avez vu, on a fait énormément d'activités de R&D, de recherche et développement, pour arriver à produire un système. TRL9, c'est quand il sera en orbite, à débiter des données, à sortir des résultats. Donc la clé, c'est d'avoir un maximum d'éléments à TRL9 et de les valider. Voilà. Alors après, je terminerai. Alors, oui, pourquoi on fait cela? La question à se poser pour le labo, c'est une filière, stratégie spatiale. Pourquoi mettre en œuvre un axe petit satellite? Quelles sont les questions scientifiques et comment on peut les étendre à toutes nos activités et quel niveau de maîtrise d'œuvre on doit assumer à un moment donné. Voilà. Et typiquement, je terminerai par cette planche. On est en train aussi de regarder là, avec Airbus, hein, on a une NDA, c'est de voir comment on peut intégrer des dispositifs sur ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire d'intégrer des satellites sur des microsatellites ou des satellites de type filière myriade. L'avantage, c'est qu'on peut mettre des systèmes plus complets, plus complexes ou plus nombreux et de faire des sciences combinées. J'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention. Annabelle, je ne sais pas comment on procède à présent. Je ne sais pas non plus, Moustapha. La dernière Comme c'est un format nouveau. En fait, les gens posaient des questions sur le chat par écrit, et puis l'orateur répondait au fur et à mesure. Oui, alors il y a aussi le moyen de lever la main il y a une petite main bleue qui permet de savoir qui veut poser une question. Allô?
Moi, je veux bien commencer peut-être pour lancer le débat. Oui. Bon, tu as répondu à la question, mais il y a une question qui est toujours un peu provocatrice, qu'on entend souvent. Tu connais mon point de vue là-dessus, mais on nous dit toujours qu'effectivement, les nanosats sont pas capables de faire de la science, ou du moins les CubeSats. Alors oui, je pense, bon, on vous a montré quand même une description de ce qui a été fait, des résultats. Après, là, à présent, c'est bon, une question de fiabilité ou autre. On a vu que nos détecteurs répondaient. On sait clairement qu'on doit faire des améliorations à un moment sur nos éléments électroniques ou nos composants optiques, mais on voit clairement que c'est possible. Et l'astuce, c'est d'essayer d'aller vers à un moment, bon, Philippe, quand tu avais présenté des choses au séminaire de prospective, c'était en 2016, 2015, je crois, tu avais mis le mot-clé, c'est miniaturisation. Donc la clé, c'est d'arriver à avoir des détecteurs performants, miniaturisés, qui vont nous permettre de répondre à ces besoins. Donc la clé, c'est il faut pousser vers ces développements d'instruments. On saura à un moment les intégrer dans des satellites. Et pour moi, personnellement, il est clair que on va pouvoir faire de la science. Il est possible de faire de la science avec ces éléments. Et surtout, ils permettent de répondre à une question clé, c'est la mise en orbite de constellations de satellites. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir 1000 satellites en orbite qui sont de grosse taille. Et ensuite, on peut aussi faire de la science combinée, c'est-à-dire mettre en œuvre des constellations hétérogènes, pas forcément issues des mêmes plateformes, mais de plateformes différentes. C'est ce qu'on est en train de voir justement avec le CNES et Aerosat, c'est avoir des détecteurs qui correspondent à un besoin, qui sont embarqués sur une plateforme qui n'est pas forcément la même. Et il y a aussi des plateformes industrielles. On peut combiner des détecteurs scientifiques et les intégrer potentiellement sur des plateformes industrielles. Donc, de combiner un peu plus, de mélanger la science, l'éducation, la recherche et l'industrie. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Philippe, ou c'est assez clair? Oui, non, très bien. Je laissais si effectivement il y avait des questions. Après, peut-être que l'autre point, effectivement, qui peut être intéressant à mettre en évidence, tu l'as largement parcouru en montrant tous ceux qui ont œuvré dans ce challenge. Malgré tout, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une rupture là dans ce type de projet, aussi par la façon dont ça a été managé, que ce soit le design, comme tu l'as dit, l'approche juridique, l'approche financière, etc. C'est qu'effectivement, on avait l'habitude de projets longs avec de l'argent public, très prudent, dans un cadre rigide. Et là, on voit qu'on est sur un partenariat public-privé avec une forte prise de risque, avec des rapidités d'exécution, une gestion des coûts progressive et un engagement individuel très fort qui met en avant les expertises individuelles. Donc, on est vraiment, c'est ce qu'on appelle la méthode agile et qui vraiment donne de bons résultats, puisque finalement, c'est grâce à toutes ces recettes que les choses ont été faites en 2 ans. Alors, je vais ajouter une chose quand même, Philippe. Alors, déjà, bon, nous, on avait imaginé ces affaires dès le milieu des années 2000 ou fin des années 2009. Donc, on n'a pas fait cela comme ça du jour au lendemain, on l'avait imaginé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées vis-à-vis des petits satellites entre 2000 et 2018. Donc, on a aussi bénéficié de l'aide des autres. Donc, bon, moi, je tiens à nommer, entre autres, on a des discussions avec les équipes d'IGOSAT. On a des discussions avec les équipes du côté de Janus. Le CNES nous a aidés. C'est-à-dire que de manière générale, on a réussi aussi à aller vite. C'est grâce aussi à tous ces gens-là. Donc, c'est pour les nommer et dire que oui, on est allé vite, on avait anticipé, on avait imaginé quelque chose, mais on arrive aussi à ce résultat parce que peut-être la question qu'il faudrait se poser, et il y a un défi 12 à l'INSU. Alors, je ne veux pas relancer un débat, mais il faudrait peut-être que les gens qui font soient parfois interrogés. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas acquis une maturité qui nous permet de vivre et de démontrer clairement que oui, on peut faire de la science avec ces satellites. On peut faire des résultats, on peut obtenir des résultats. Parce que je pense que la maturité est acquise et quand on voit les courbes de résultats du nombre de satellites français, de petits satellites français mis en orbite, il y a une question à se poser. C'est complètement insuffisant.
Alors, dans le chat, on a une question sur la gestion des déchets de satellites. Alors, oui, je vais répondre à cette question. Alors, là, il y a ce qu'on appelle ODAR. Alors, ODAR, c'est Orbital Debris Assessment Report. Et la LOS, la loi des opérations spatiales, à un moment, on avait un dossier à gérer qui est extrêmement complexe. C'est qu'on doit respecter une durée de vie du satellite en orbite. Donc, on ne doit pas dépasser 25 ans. Et ensuite, on ne doit pas donc être trop haut. Parce que si on est trop en altitude, on reste trop longtemps. Donc, en gros, éviter de dépasser 600 km d'altitude. Et ensuite, il ne faut pas être trop bas, parce que si on est trop bas, on peut taper la Station spatiale internationale. Donc la gestion des déchets, c'est éviter évidemment qu'on ait une multitude d'éléments, parce que si on vous dit qu'on va mettre en orbite 100 satellites, bon, je comprends un peu la crainte de certaines personnes. On est obligé d'utiliser les systèmes de désorbitation. Là, c'est un appel du pied aux entreprises type ExoTrail ou TrustMe. C'est qu'on a besoin d'un moment désorbiter les dispositifs. Il n'y a pas uniquement l'aspect maintien à pose d'un satellite, mais désorbitation. Bon, dans le sens aussi des débris, il y a ce qu'on appelle la pollution optique des satellites mis en orbite. Je pense que vous avez vu qu'une ribambelle de satellites mis en orbite, à un moment, pouvait envoyer un signal de lumière. Ça, c'est lié aux réflexions multiples sur les cellules solaires, notamment, ou sur des arêtes saillantes, avec des composantes optiques qui réfléchissent la lumière. Donc là, c'est pareil, si vous regardez notre satellite, il est majoritairement noir. On a seulement 2 petits éléments optiques, des petits carrés, et ça va dans le sens aussi de la lumière, de la miniaturisation. Ça minimise les réflexions de renvoi vers l'espace. Donc oui, on regarde de très près ces règles et surtout, on doit les respecter parce que en 2021, la loi devient plus difficile, la LOS. Il va falloir démontrer ces aspects de manière rigoureuse, mais il va aussi falloir démontrer qu'on est capable de passiver, par exemple, des batteries en orbite pour éviter qu'il y ait une explosion. Même un petit satellite peut taper un satellite et on peut avoir une explosion de batterie avec des risques possibles. Donc tous ces sujets, on est en train de les regarder et on a l'aide du CNES à ce niveau. Mustapha, tu as une question dans le chat sur le coût d'une telle opération. Alors, le coût, c'est une bonne question. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire il faut 50 000 euros, il faut 100 000 euros pour faire cette affaire. Moi, si je vous donne un coût consolidé, j'aurais tendance à vous dire on est à plus de 3 millions d'euros. Si on cumule toutes les personnes qui sont impliquées, après en coût matière, on est aux alentours de 900 000 euros. Alors, il y a aussi la notion de coût récurrent. Alors, pourquoi ça coûte cher? Parce qu'on utilise des installations. On a l'aide des services administratifs, on a eu l'aide de l'APIT, on a fait des essais au CNES, on a fait des essais à l'ONERA. Donc, clairement, de ce que l'on a vu, c'est strictement impossible de développer un CubeSat qui coûte 100 000 euros, et qui va d'une chaîne comme on l'a faite de A à Z, c'est strictement impossible. Par contre, le coût de récurrence est intéressant à avoir. C'est-à-dire que si on en développe une dizaine ou qu'à un moment, c'est un industriel de faire ses affaires, nous, on n'est pas du tout dans ces axes, le coût récurrent peut être intéressant. Voilà. Donc, le coût n'est pas si faible que ce que certains auraient pu croire. Parce qu'on a vu, on a eu des discussions avec des personnes qui ont commencé, et à un moment, les projets commencent et ne terminent jamais. Et je pense que le CNES aussi pourra apporter ces informations sur des coûts. Typiquement, un CubeSat type 3U de type iSat, pour moi, c'est plus de 5 000 euros. Alors, oui, on n'atteint pas forcément ça aujourd'hui, mais disons que l'ordre de grandeur que tu donnais autour de 3 000 euros, sans doute, est le bon. Et effectivement, ça dépend ce qu'on compte et ce qui coûte cher, c'est les salaires et on est un peu, ce qui masque un peu le coût réel des nanosats, c'est qu'on a l'impression qu'il suffit d'acheter 2 ou 3 cartes sur Internet, assembler et un satellite. Ces cartes, effectivement, le coût du hardware est relativement faible. Il représente en fait donc je confirme un peu les chiffres que tu donnes, Mustapha, c'est le bon ordre de grandeur en tout cas.
Après, bon, Nicolas, j'aurais aussi tendance à dire il faut quand même de l'expérience et du support, hein. C'est-à-dire, on va pas s'improviser du jour au lendemain à faire ce genre d'activité. Et il faut savoir aller voir les bonnes personnes pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif. Sinon, on a des projets qui s'éternisent et parfois qui ne se terminent jamais. Oui, oui, je confirme. En tout cas, je vais être obligé de vous laisser, mais vraiment, j'ai été impressionné par cette présentation. C'est vraiment un excellent travail. J'espère de tout cœur que le satellite répondra à vos attentes. Et en tout cas, merci de m'avoir invité à cette présentation. Merci Nicolas, puis à bientôt. À bientôt. Alors, nous avons une question là où on nous demande comment est organisé le transfert des informations et du savoir entre les différentes équipes étudiantes. Alors, je pense comprendre, mais la personne, si elle peut en réexprimer sa question, mais j'ai l'impression qu'on nous demande comment on a fait travailler les étudiants. Alors, déjà, les étudiants, le souci, c'est qu'une année scolaire ne dure pas 12 mois. Donc, la principale difficulté, c'est d'arriver à un moment à transférer un système. Alors, là ce que l'on a mis en place dans le programme UVSQSAT, c'est qu'on a essentiellement des ressources pérennes du laboratoire, de l'université qui gèrent les activités. Et ensuite, les étudiants viennent nous apporter à un moment un support. Donc, quand on leur demande des activités, elles sont précises et ponctuelles. Et ensuite, on retransfère l'information par rapport à leurs travaux s'ils ont fait des modèles, par exemple un calcul élément fini, on transfère le modèle avec le rapport de stage et l'activité qui est associée. Donc en permanence, on va vers une activité qui est limitée dans le temps, qui est ponctuelle et qui est précise. Ensuite, quand on a des activités qui doivent se rallonger, alors par exemple, dans le cas par exemple, du centre contrôle-commande, on a eu Nicolas Kénière, notamment Patrick Lacroix, ils étaient avec nous en CDD, ils ont été prolongés pour pouvoir continuer à travailler sur une activité. Donc au maximum, on a des rapports de stage et ensuite on a des bases documentaires pour avoir l'information. Oui, Philippe, là, je proposais de rajouter quelque chose. C'est vrai que c'est un enjeu parce que au départ, tout le monde a cru que le nanosat était qu'un outil de formation. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de fait par rapport à ça. Et c'est clair que lorsqu'on a été voir les labos, notamment aux États-Unis, qui faisaient des nanosats, on a quand même appris beaucoup et beaucoup inspiré de la façon dont ils fait. Mais c'est clair que il faut toujours une équipe très structurée de professionnels autour. Et d'ailleurs, c'est un bénéfice énorme pour les étudiants que d'intégrer une équipe qui connaît le métier. Et c'est assez illusoire de croire que on va faire d'un seul coup émerger d'étudiants très excellents mais qui n'ont pas d'expérience du métier, d'un seul coup de créer une équipe qui sera capable de faire un nanosat. Donc là, je pense qu'il y a effectivement, le projet a démontré qu'il y avait un gros intérêt à intégrer les étudiants, mais la façon dont ça a été fait, je pense, a été le plus bénéfique pour vraiment, pour eux, pour être intégrés et bien comprendre les mécanismes. Ouais, je vais plus loin que ça. Il faut voir, bon, au Latmos, il y a finalement toutes les compétences. Donc, c'est vraiment intéressant couplé avec des composantes de l'université. C'est ce qui a permis de voir ce qu'on vous a montré, quoi, hein. On a fait tout ça et ces derniers mois, on a fait énormément de tests et d'essais. Donc, le fait à un moment d'avoir des matérialisations avec des dispositifs de test et de fabriquer, c'est la clé parce qu'on est dans une situation où à un moment, il faut faire des choses aussi. Il ne faut pas se limiter qu'à de la théorie, il faut réaliser. La meilleure preuve, c'est de réaliser à faire ce qu'on vous a montré en peu de temps, quoi. Mais surtout pour nous aujourd'hui, c'est de continuer aussi, hein. Alors, je pense qu'il y a aussi d'autres enjeux qui vont peut-être ouvrir aussi le débat ou ouvrir les perspectives. C'est vrai qu'une fois qu'on va avoir toutes ces données, c'est clair qu'il va falloir aussi un lien fort avec les modélisateurs pour pouvoir intégrer le plus possible ces données dans les modèles.
Là, peut-être que toi, Mustapha, tu as une idée peut-être plus claire ou pour clarifier l'appel au modélisateur. Ah oui, je pense que la clé, c'est de combiner à un moment la mesure et les observables. Donc, on met en place des systèmes qui vont nous permettre d'observer, mais ensuite, il faut aussi combiner avec les modèles. Et pareil, je pense que les modèles deviennent de plus en plus complexes aujourd'hui. On a des besoins peut-être de revenir à des modèles plus simples, parfois par rapport à des paramètres clés qu'on cherche à mesurer, pour mieux savoir ce qu'on va devoir développer demain comme instrument. Donc, essayer d'avoir des systèmes un peu plus maîtrisés et surtout éviter les boîtes noires, parce qu'on se rend compte qu'on voit de plus en plus apparaître des boîtes noires. Et à un moment, bon, ben, quand une personne a imaginé une étude scientifique dans les années 60, on est en 2020, à un moment, on ne sait même plus pourquoi il a fait cela. Alors moi j'ai été formé avec des gens du vieux spatial, notamment j'avais des enseignants du CNES quand j'étais à Toulouse, les premiers qui ont fait le spatial. Ils m'ont toujours dit qu'il faut des instruments, il faut tester, il faut combiner aussi avec les modèles. Et il faut aussi surtout savoir critiquer ce que l'on a en face. Avoir une boîte noire, c'est pas possible, c'est dangereux. Moi, je veux peut-être faire un dernier commentaire, peut-être en forme de conclusion, s'il y a plus de questions. C'est vraiment de te remercier pour cette présentation, parce que effectivement, comme tu l'as montré, la fin s'est faite quand même un peu au pas de course. Et là, à peine rentré, tu nous as livré à chaud finalement tout le retour d'expérience très très importante qui a été accumulé. Donc, merci pour cet effort. Il va y en avoir d'autres, des efforts derrière, bien sûr, on le sait. Mais là, malgré tout, il y a une étape de passer. Et je pense que c'était super pour partager ça avec tout le monde. Et finalement, tout le travail impressionnant que tu as managé avec toutes les équipes. Donc, bravo. Ouais, merci aussi à toutes les équipes là. Bon, puis moi j'aurais tendance à dire pour nous c'est juste la fin du commencement. Donc on attend de voir ce qui va se passer là-haut. On va encore apprendre des choses. Il faut qu'on retransmette les retours d'expérience de comment le système va se comporter et qu'on corrige le tir pour le second, parce que on a droit à l'erreur, hein. Tout le monde peut se tromper. Vous savez, on fait du traitement du signal, hein, et à savoir, entre la nature du traitement du signal et du bruit, je pense que tout le monde peut dire des erreurs, tout le monde peut se tromper. Et je pense qu'on en connaît un rayon sur ces parties analyse et traitement du signal. Donc, on a le droit aussi de se tromper. Par contre, quand on va faire le deuxième, on n'aura pas droit à l'erreur. Super. Ben, merci beaucoup. Ouais. Merci à tous et bon appétit. On aurait aimé avoir les petits sandwichs d'Annabelle. On va y arriver, hein, on va progresser. Merci aussi à tous les partenaires. Hein, il y en a beaucoup là qui se sont connectés. Et du coup, comme tu le disais, c'est pas fini. Hein, il y a un traitement de données, donc on a besoin aussi des partenaires pour regarder ça en détail. Donc merci aussi à leur soutien. Bon, donc Annabelle, les prochains vendredis, parce que là aussi, finalement, c'est bien, on réactive les vendredis de l'OVSQ, donc bravo. Est-ce qu'il y a des prochains? Est-ce que tu fais un appel à… Alors, je vais faire un appel parce qu'il y en avait un prévu vendredi prochain, donc le 13, sur les nanosats, parce que je voulais coupler justement avec la conf d'aujourd'hui, qui était présentée par Jean-Luc Maria, l'ancien responsable de la PIT, et il préfère décaler, il préfère attendre de pouvoir être dans l'amphi et avoir des interactions plus chouettes voilà, avec les personnes en live. Donc, du coup, elle n'aura pas lieu. Et donc là, oui, je lance un appel. Ouais. J'aimerais bien poursuivre tant qu'on peut en visio. Et puis, dès qu'on peut, retourner dans l'amphi. Donc, s'il y a des idées, des gens qui ont envie de prendre la parole ou des choses comme ça, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. On fera quelque chose. Puis moi, en parallèle, je vais chercher. Moi, j'ai une proposition à faire à Philippe, notamment. Bon, je pense qu'il faut qu'on continue, hein, parce que
On est dans un climat là qui est un peu très étrange pour tout le monde, mais il faut qu'on avance, qu'on travaille, qu'on discute. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est potentiellement, donc j'ai bien compris la future présentation que doit faire Jean-Luc Maria. On peut aussi répondre à un moment et mettre en place une table ronde avec 3 questions ou 4 questions hein, à discuter entre nous, et notamment une des questions posées par Philippe qui est très bonne, à savoir est-ce qu'on peut par exemple faire de la science avec les petits vecteurs, comment on voit les activités spatiales dans le futur par rapport à l'utilisation des filières type PetitSat, mais aussi CubeSat. C'est-à-dire, imaginez un modèle autour de 4 questions et où tout le monde puisse discuter. Parce que je comprends, Jean-Luc, c'est vrai que ne pas interagir avec la salle, c'est compliqué. C'est pour ça que je me suis forcé à faire une présentation qui occupe le temps pour montrer les choses simplement. Voilà, que penses-tu, Philippe, de cette petite idée de petite table ronde virtuelle? Ah ben, je pense on a effectivement, il faut pas se sentir paralysé par la période actuelle, au moins d'un point de vue professionnel. Et c'est un fait, c'est comme ça. Il faut en profiter pour essayer de trouver des moyens d'interagir. Et donc, je soutiens tout à fait l'idée que c'est du brainstorming et de l'échange d'idées que naîtra les bons projets. Donc, je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse effectivement fixer les prochains rendez-vous pour continuer ces discussions. Il y avait plus de 50 personnes connectées, donc je pense que ça intéresse tout le monde. Et donc, on pourrait J'ai compris comment ça marchait. d'organiser les choses sous forme de questions, c'est pas mal, et d'interaction. Et là, pareil, il faut interagir, il ne faut pas avoir peur de dire des bêtises. On est là pour avoir des idées contradictoires, donc ça, c'est intéressant. Après, moi, je veux aussi dénoncer mes petits copains, hein, c'est que j'aimerais bien aussi une présentation un peu sur les spectraux de masse. Il y a un avenir superbe sur les spectraux de masse et des missions superbes qui arrivent. Voilà, s'ils ont un peu le temps, ce serait assez sympa d'avoir les prochains, notamment la mission qui porte un nom qui fait rêver, hein, Dragonfly. Ça serait sympa. Voilà. Excusez-moi de vous avoir dénoncé. Voilà. Mais cela étant, je suis d'accord avec toi, Mustapha. Une petite discussion plus prospective sur ces aspects de nanosat. On a plusieurs articles là qui sortent ou qui sont en train de sortir sur ces calculs, etc. Et je pense que ça peut être tout à fait intéressant de discuter de ces enjeux. Bien évidemment, le deep learning est très impliqué. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel le labo a investi et fait beaucoup de travail. Et ça va aller avec cette stratégie de petits satellites. Donc, une discussion, c'est toujours très intéressant. Et peut-être plus large avec une communauté. Donc, il y a aussi une communauté aujourd'hui de gens qui travaillent dans des labos qui ne sont pas spatiaux, mais qui, effectivement, qui voient bien qu'ils peuvent avoir des applications et des implications sur ces sujets-là. Donc, ça peut être aussi, on peut ouvrir plus largement une communauté assez large sur ces aspects. Très intéressant. Moi, j'ai un petit appel à faire aussi, Philippe. Je crois que je t'en ai déjà parlé il y a quelques temps. C'est d'envisager un vendredi de l'OVSQ sur les débris spatiaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, on en a parlé. Il y a quelqu'un qui était venu en 2014, je crois, ou en 2015. C'était vraiment super intéressant. Il y avait énormément de monde. Et je pense que ça serait bien de réactualiser ce genre de sujet. Et Mustapha en a parlé là tout à l'heure dans sa conférence, d'ailleurs. Je pense que ça pourrait être intéressant si quelqu'un est OK ou peut me donner des infos de personnes à contacter au CNES, j'imagine. Alors, le problème des débits spatiaux, je crois qu'il faut le prendre de manière assez positive et pas le transformer en un sujet de peur, catastrophique. Moi, je crois qu'une façon de le traiter, c'est aussi avec le séminaire de Jean-Luc, parce que la vision aussi de déplacement, elle est aussi un peu en lien avec le ménage de l'espace. Et donc, je pense que ça pourrait être une bonne introduction à ces aspects-là. Et je suis certain qu'il va couvrir ces aspects de nettoyage et donc de nécessité de se déplacer pour nettoyer. Mais il faut comprendre que la difficulté, elle vient de la vitesse des objets.
et que on n'est pas à des objets, voilà, les objets vont à une vitesse quand même faramineuse et que du coup, à collecter, c'est pas simple. Mais ça, c'est l'enjeu positif parce que de dire qu'on va pas être dans l'espace, c'est faux. On va forcément y être d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut plutôt voir comment on fait. Et là, actuellement, la loi, en limitant effectivement la durée de vie des nanosats, je pense qu'elle est assez bien. Elle permet effectivement de ne pas garder les objets trop longtemps dans l'atmosphère. Et donc, voilà, on peut avoir des éclairages sur effectivement quels sont aujourd'hui les projets qu'ont les gens pour essayer de lutter contre ça. Et après, bon, juste un petit point quand même. Le traité de l'espace de 1967, je pense qu'il y a quelque chose à discuter autour de cela. Normalement, l'espace, c'est un bien qui appartient à l'humanité. Et on voit apparaître de plus en plus une militarisation de l'espace avec la mise en place notamment de commandements spatiaux. Donc la notion de débris est d'une certaine manière aussi liée à la stratégie d'occupation de l'espace. Et je pense que oui, un débat là-dessus peut être vraiment intéressant, mais normalement, le rôle des scientifiques, c'est aussi d'alerter par rapport à ce genre de choses. L'espace, c'est d'abord un enjeu pour nous qui est scientifique. Ok, on garde l'idée, donc on en discutera pour voir effectivement s'il y a un panel ou une personne qu'on peut inviter. Donc on reboucle ensemble, Annabelle. Il y a des propositions sur le chat aussi, là. Nous pourrions proposer une approche médico-spatiale avec le docteur Godard qui suit Thomas Pasquet, approche médico-spatiale. Une proposition d'Agnès Carla. Oui, ça c'est clair qu'il y a des liens très très forts. Et donc, nous, c'est vrai que côté, je dirais, OVSQ et du coup l'Atmos sur le spatial, on est partenaire et pas au centre, mais effectivement, c'est intéressant de pousser ces aspects multidisciplinaires. Il se trouve que j'étais dans les discussions des graduate schools et il y a des discussions justement fortement aussi au niveau de Paris-Saclay entre santé et spatiale. Et donc là, il y a un projet vraiment concret, donc on pourrait tout à fait faire une présentation autour de ces aspects-là en partant justement de notre partenaire CARTA et de voir pourquoi, effectivement, quel est l'intérêt de tester ces dispositifs et quel est le lien entre santé et spatial. Philippe, là, il y a une question qui est intéressante là. Alors, c'est une question de Sophia. On nous dit je souhaiterais savoir si vous envisagez un avenir où les laboratoires spatiaux pourraient devenir les concurrents des agences spatiales, par exemple CNES. Les nanosats pourraient être un outil de libération. Alors, la question elle est intéressante. Après, bon, je répète, nous, on est un laboratoire de recherche. Notre vocation, c'est de faire de la recherche. Donc, on n'a pas de notion de concurrence. Par contre, on a besoin de répondre rapidement à des questions scientifiques et pour cela, on a besoin d'avoir aussi parfois nos propres outils. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir des outils qui permettent de répondre à des questions scientifiques parfois rapides, de développer parfois des R&D, donc des programmes de recherche et développement, pour les intégrer dans des plateformes plus ambitieuses. Et le dernier point, on n'a pas parlé de la carrière des scientifiques, mais il faut savoir que travailler 30 ans, 40 ans sur le même programme, ça peut aussi être parfois compliqué. On a besoin aussi de réfléchir à la compatibilité d'une carrière scientifique par rapport à des programmes. Et avoir des programmes, durée de vie parfois courte, c'est vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose et si Sophia veut aussi s'exprimer. Alors moi, je peux rajouter quelques illustrations parce que finalement, on sait bien que c'est un éternel recommencement, les choses. Il faut savoir que notre laboratoire a été créé sur les expérimentations avec des fusées pour faire de la recherche. D'ailleurs, c'était intéressant parce que je pense qu'à l'époque, personne ne croyait trop à l'idée des fusées et de ce qu'on allait pouvoir en faire. Et donc, on voit bien que quand même, ça a permis quand même pas mal de choses. Et donc, voilà, le laboratoire était impliqué sur les fusées. C'est clair que quand le CNES a été créé,
le laboratoire s'est concentré sur les instruments et n'a pas créé autre chose. Mon voisin de bureau a travaillé sur les montgolfières infrarouges. Bon, ben voilà, là aussi, on ne continue pas. Donc c'est vrai que c'est toujours les laboratoires travaillent sur ce qui n'existe pas. Et puis, progressivement, il faut trouver un moyen, effectivement, mais les choses se mettront en place. Il va y avoir des entreprises où il y aura des consortiums publics-privés qui permettront effectivement de développer ces nanosats pour satisfaire des besoins d'application qu'ont besoin tout à chacun pour la vie économique, et puis des besoins effectivement scientifiques. Donc voilà, comme tu l'as dit, Mustapha, le laboratoire est très impliqué aujourd'hui pour développer ces plateformes parce qu'on peut contrôler la qualité de nos observations, démontrer que des prototypes sont très utiles. Mais à terme, un laboratoire n'est pas l'endroit où on va faire à la chaîne des nanosats pour rivaliser avec une agence spatiale ou un industriel ou autre chose. Donc, je ne sais pas voilà, si la question a besoin d'être reprécisée. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Et s'il n'y a plus de questions, peut-être s'arrêter là. Est-ce que ça va à tout le monde? On va laisser tout le monde aller manger. Ouais. Merci en tout cas parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens et c'est bien qu'on maintienne effectivement ces rendez-vous. Ouais. Ça permet à tout le monde effectivement de pouvoir se retrouver dans cette période un peu confinée. Bon courage à tous et puis merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci aux organisateurs. Et restez tous optimistes. Ouais. J'essaye de vous renvoyer vite à un nouveau vendredi de l'OVSQ. J'espère qu'il va vite y avoir quelqu'un. Oui, on va travailler là-dessus. Ouais, ça marche. Ça marche. Bon week-end à tout le monde. Merci à tous. À très bientôt.